Les disques rapportent même plus que la plateforme YouTube. Alors comment expliquer ce retour en grâce? Voyez ce reportage de Gaël Andols et de François Desrands. Ça craque, ça crisse, ça grésille, et c'est un grain unique qui plaît aujourd'hui à toutes les générations. Je suis pas vraiment de la génération vinyle. Ah oui. J'ai toujours beaucoup aimé les vinyles. Ça fait partie de ces choses pour moi qui sont indémodables. Vous pouvez m'expliquer ça? Comme les Lego, comme le Playmobil. Les collectionneurs viennent trouver des pépites parmi les 400 000 disques de cette boutique. Qu'est-ce que vous avez trouvé là? Staying Alive, Bee Gees. Le vinyle était pourtant donné pour mort dans les années 90, remplacé par les CD. Mais les DJ l'ont remis au goût du jour et l'engouement se confirme. 4 millions de disques vinyles ont été vendus l'année dernière, c'est 6 fois plus qu'en 2014. Devenu un support incontournable, des disques de toutes les couleurs, des rééditions bien sûr, mais aujourd'hui, la plupart des nouveaux albums sortent en vinyle. Je trouve ça plutôt bien que les majors pressent les nouveautés en vinyle. C'est même, je dirais, indispensable si on veut soutenir le support physique de la musique, quoi. Le vinyle est aujourd'hui rentable pour le secteur. Il génère 48 millions de chiffres d'affaires. C'est plus que YouTube en France, alors même que la plateforme représente à elle seule plus de la moitié des heures d'écoute. La raison ? Un vide juridique dans lequel YouTube s'est engouffré. YouTube se considère comme hébergeur et donc considère ne pas devoir conclure d'accord de licence avec les ayants droit. Ils s'affranchissent des règles basiques du droit d'auteur. Une directive européenne sur les droits d'auteur pourrait corriger cette faille. Elle sera examinée la semaine prochaine au Parlement européen. Célèbre dans le monde entier, cette vieille dame fête ses 130 ans. Elle mesure 324 mètres de haut, compte plus de 1600 marches et attire des millions de visiteurs chaque année à elle seule. Elle symbolise notre belle capitale et c'est un ingénieur un peu fou qui l'a imaginé. Voici son histoire, signée Marianne Buisson, Thomas Guéry et Hervé Pozzo. Paris, esplanade du Trocadéro. Chaque jour, ils sont des centaines de touristes venus photographier une star mondiale. Elle est majestueuse, elle remplit tout l'espace. Elle me laisse sans voix. C'est un rêve. Un rêve. Incroyable, incroyable la Tour Eiffel. J'adore Paris. La Tour Eiffel nous fait rêver depuis 130 ans. Mais pourquoi et comment l'a-t-on construite? Voici l'histoire d'un des chantiers les plus fous de l'architecture française. 1887, la capitale s'apprête à accueillir l'exposition universelle, la vitrine du progrès technique. Un concours est lancé pour construire une tour de 300 mètres de haut sur le Champ de Mars, avec des projets insolites. Une seule consigne, cette tour doit être la plus haute du monde. Gustave Eiffel, le célèbre constructeur de ponts métalliques, décroche le concours avec ce projet. Mais va-t-il réussir à boucler le chantier du siècle en seulement 2 ans? 5 mois rien que pour les fondations. Quant à la structure métallique, les 18 000 pièces sont dessinées dans l'usine Eiffel de Levallois-Perret, acheminées en charrette et assemblées sur place. C'est une sorte de mécano géant. Et le problème essentiel, c'est que les éléments préfabriqués puissent venir s'assembler exactement les uns avec les autres. Donc il faut beaucoup de précision. Il faut tracer des trous pour mettre les rivets au 10e de millimètre. Ça, c'est une vraie prouesse technique. C'est une prouesse de conception, de calcul, de dessin, de tracer des pièces, de précision dans la fabrication, dans la préparation des pièces. L'entreprise Eiffel était très forte pour ça. La tour semble s'élever comme par enchantement dans le ciel de Paris. Au 2e étage, les ouvriers travaillent à une hauteur vertigineuse, perchés à 195 mètres de haut, 10 heures par jour sur de simples planches de bois et parfois les pieds dans le vide. Pas de harnais, pas de ligne de vie, même pas de casque, pas de barrière de sécurité. Donc habitués au vertige sans doute. Habitué à travailler dans ces conditions un peu particulières, petite équipe très motivée, très entraînée, qui a permis à la tour d'être construite en un temps absolument record. 22 mois pour la construction métallique, c'est incroyable. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on ferait aussi vite que ça. Et sans accident, pratiquement.
Aucun accident à déplorer pendant le chantier. Un mort survenu, semble-t-il, en dehors des heures de travail. Peut-être un ouvrier qui voulait épater sa copine. Pour réussir son pari, Gustave Eiffel est prêt à tout. Il a même investi sa fortune personnelle. Tout semble sur la bonne voie. Mais 3 mois avant l'ouverture de l'exposition, les ouvriers se mettent en grève. Gustave joue son va-tout. Il a fait une espèce de pression en disant si ceux qui ne veulent pas reprendre le travail demain ne remettront jamais plus les pieds sur la tour et ceux qui reviendront auront une gratification. Piqués dans leur orgueil, pratiquement 99% des ouvriers ont repris le chantier. Comme prévu, la Dame de Fer est inaugurée le 31 mars 1889 et sera la vedette de l'exposition universelle, faisant briller la France dans le monde entier. C'est la fin de cette édition. Merci de la